Bruno Coleman, bonjour et bienvenue à Idées en évolution. Bonjour. Si vous me le permettez, je vais vous présenter à nos auditeurs. Vous avez occupé des postes de haut niveau dans le secteur des services financiers, des organisations boursières. Vous avez été PDG d'AGEAS, qui est une compagnie d'assurance, PDG d'Euronext Bruxelles, qui est la bourse de Bruxelles, je ne me trompe pas, et PDG d'ING Group au Luxembourg également. Vous avez été chef de cabinet du ministre des Finances belge. Vous siégez actuellement sur le comité exécutif de la plus grande banque privée de Belgique, Banque de Groof Petercam. C'était le passé. Maintenant, je suis administrateur indépendant. Je ne suis plus là-bas. Mais c'est pas grave. Ah. J'ai été le patron, effectivement. Ah, pardon. Vous êtes l'auteur de plus de 85 ouvrages et également membre de l'Académie royale de Belgique. Comment on trouve le temps pour écrire 85 livres? Eh bien, écoutez, je calculais qu'en évitant de regarder la télévision, j'avais dégagé assez d'heures pour écrire des livres. Ceci étant, quand le premier livre met des centaines d'heures à écrire, peut-être 6 à 800, avec un peu d'habitude, on arrive à réduire ça à 300-400 heures par livre. Ah ouais, quand même. Donc finalement, est-ce que vous enseignez encore l'économie au sein de différentes universités? Oui, tout à fait. Je dis encore dans 3 universités, mais le gros de ma carrière académique est derrière moi, parce que je vais atteindre l'âge de la retraite de professeur d'université. Et donc, je réoriente mes activités maintenant dans des postes d'administrateur, mais aussi beaucoup dans l'écriture, dans les médias, dans des conférences. Et c'est vraiment l'économie qui est devenue ma passion depuis un certain nombre d'années. Parfait. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous reçoit aujourd'hui pour discuter des bouleversements économiques que le monde entier traverse à une vitesse accélérée en ce moment. Mais vous avez obtenu un doctorat en économie appliquée à l'Université libre de Bruxelles. J'imagine que vous êtes Bruxelles aussi, pardon. On dit Bruxelles au Voilà, Québec. je suis originaire d'une petite commune qui doit vous être connue même au Canada, qui s'appelle Waterloo, puisqu'en fait, Oui. c'est là qu'il y a eu la bataille de Waterloo, donc j'habitais dans la commune qui était à côté, mais j'ai vu le monument de la bataille de Waterloo pendant toute mon enfance, et je suis effectivement bruxellois, mais j'ai aussi étudié aux États-Unis, dans l'Indiana, et quand j'ai fait mon doctorat, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre Bruxelles et Harvard. J'essaie chaque année de passer 2 à 3 semaines dans des universités américaines pour me reformer, pour compléter ma formation. Et pourquoi avoir choisi l'économie comme champ d'expertise? Je crois que c'est tout à fait un hasard. Ceci étant, il y a peut-être un phénomène dans mon enfance qui peut l'expliquer. Je suis né en 1961 et je me souviens très, très précisément du jour où les États-Unis ont arrêté ce qu'on appelle l'étalon or, les accords de Bretton Woods après-guerre. C'était le 15 août 71. J'ai dû l'entendre le lendemain dans la voiture de mon père et je me souviens que le présentateur de radio avait dit « C'est l'événement monétaire qui va conditionner toute la fin du XXe siècle ». Et ça m'a interpellé et j'en ai fait un sujet vraiment d'études passionnées. Voilà, c'est sans doute ça qui a déclenché mon envie d'économie. Ah, d'accord. Au sein de votre bloc-notes, vous mentionnez à plusieurs reprises la question monétaire. Justement, vous anticipez une dévaluation du dollar, sous Donald Trump en particulier. Trump lui-même a d'ailleurs déclaré qu'il souhaite une dévaluation du dollar. Comment est-ce que Trump pourrait-il réussir à forcer une telle dévaluation? Quelles en seraient les raisons d'ailleurs? Mais voilà, je pense que pour bien comprendre les États-Unis, il faut garder en tête qu'ils ont toujours été protectionnistes, toujours isolationnistes. En plus, c'est un pays qui est d'essence protestante, calviniste, donc il y a un rapport à l'argent qui est très décomplexé. Les Américains ne remboursent jamais leurs dettes. C'est un pays extrêmement endetté. C'est un pays qui a un déficit budgétaire gigantesque alors qu'il est quasiment proche du plein emploi. Et Trump veut absolument continuer à creuser ce déficit budgétaire, notamment par des baisses d'impôts. Alors quand on prend quand on prend un peu de recul par rapport à la situation américaine telle qu'on peut la constater depuis 2-3 mois, qu'est-ce qu'on observe? On observe d'abord des droits de douane, alors qui sont instables, mais néanmoins qui vont persister, ce qui conduit à rendre le dollar plus cher, plus onéreux, et ça conduit aussi bien sûr à importer de l'inflation aux États-Unis. On a les programmes fiscaux qui vont eux-mêmes contribuer à apporter de l'inflation aux États-Unis. L'évacuation peut-être de travailleurs immigrés va peut-être aussi faire augmenter les prix. Et donc, on a une situation qui est contradictoire, puisque Trump veut un dollar faible pour stimuler la capacité d'exportation des États-Unis, mais toutes les mesures qui sont prises maintenant sont de nature à créer de l'inflation et donc, normalement, à conduire la Federal Reserve à contrôler cette inflation par une politique de taux d'intérêt élevé. Alors, comme on est dans un monde où plus rien n'est prévisible,
D'ailleurs, on le voit bien en Europe avec la guerre en Ukraine, ça nous met dans une situation qui est tout à fait ahurissante. Je pense que Trump pourrait très facilement mettre en œuvre ce que j'appelle un coup d'État monétaire, c'est-à-dire progressivement mettre la Banque centrale américaine, la Federal Reserve, sous le contrôle de la Maison-Blanche pour forcer la Federal Reserve à imposer des taux d'intérêt très bas et peut-être même plus bas que le taux d'inflation. Si c'était le cas, bien sûr, ça susciterait encore un peu plus d'inflation aux États-Unis, et ce serait compensé par un coût d'endettement moindre, et surtout, ça bouleverserait les équilibres internationaux. Et je crois que cette réalité, qui bien sûr paraît impensable, puisque la Banque centrale américaine, créée en 1913, est fondée sur un postulat d'indépendance, cette idée pourrait néanmoins, dans des cas extrêmes, être mise en œuvre. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une guerre des monnaies? Si jamais les États-Unis forcent le dollar américain vers le bas, les autres pays voudront maintenir un avantage, si je peux dire, une certaine relation au niveau du prix de leur devise. Est-ce qu'on peut envisager une guerre des monnaies dans ce contexte? On peut très certainement l'envisager. C'est vrai que ces dernières années ont été conditionnées plutôt par une synchronisation des parités de change, mais les choses peuvent changer. Et j'ai parlé de ce qui s'est passé en 1971, au moment où les Américains ont décidé de suspendre et puis d'abandonner la convertibilité du dollar en or. Il y a eu un phénomène d'écroulement du dollar qui a conduit, par réplique sismique, comme dans un tremblement de terre, à ce que toute une série de pays doivent déprécier leur monnaie les unes par rapport aux autres. En Europe, par exemple, ça a été une somme de dévaluation absolument invraisemblable, qui s'est plus ou moins arrêtée en 1979. Ça a donc quand même duré 8 ans. Et donc, on peut très bien imaginer que si le dollar subissait un choc baissier, d'autres zones monétaires seraient obligées, par leur politique de taux d'intérêt, de faire la même chose. Et donc, on aurait une situation extrêmement désagréable, parce que si on entre dans une guerre des monnaies, on entre bien sûr dans une guerre d'inflation, puisque on essaye de se sauver des autres en exportant plus, mais on importe de l'inflation dans tout ce qui est acheté à l'étranger. Et donc, c'est un scénario connu, je le répète, il a été observé dans les années 70, et ça a conduit, au terme de la décennie, à une inflation qui est proche de 10%, avant que finalement Paul Volcker aux États-Unis décide de casser l'inflation. Donc, dévaluation et inflation vont de pair, et dévaluation concurrentielle et inflation généralisée vont aussi de pair. Mais comment une telle guerre de monnaie se termine-t-elle? Qui gagne, en fait? Alors, il n'y a personne qui gagne. Il y a un adage en anglais qui dit beggar my neighbor. Je veux faire de mon voisin un mendiant, c'est-à-dire j'essaie d'appauvrir mon voisin en dévaluant plus vite que lui. Il faut simplement espérer qu'à un certain moment, il y ait un point d'équilibre qui soit atteint et que les forces de marché stabilisent les cours de change. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les forces de marché qui gèrent l'économie, puisqu'on voit que le facteur politique intervient de manière extrêmement lourde aux États-Unis, par ces droits de douane notamment, et donc le facteur politique est un facteur qui peut ne pas rapidement se stabiliser. Je crois de surcroît que quand Trump a dit dans son discours sur l'État de l'Union qu'il n'était qu'au début des réformes, je pense que c'est vrai. Je pense que les paramètres que nous observons et que nous considérons comme étant stables le sont peut-être beaucoup moins qu'on l'imagine. Dans votre blog, vous mentionnez que le secrétaire du Trésor en 1971, justement, là, la fameuse année 1971, John Connolly avait déclaré à l'Europe que je dis en anglais ici, le dollar is our currency, but it's your problem. Le dollar est notre devise, mais c'est votre problème. Que voulait-il dire à l'époque? Et vous semblez dire aussi que la logique tient toujours aujourd'hui. Oui, la logique tient toujours aujourd'hui. Peut-être pour expliquer les choses dans leur contexte et expliquer ce qui s'est exactement passé en 1971. Les pays alliés, qui ont été rejoints par les pays vaincus après la guerre, ont en 1944 créé ce qu'on appelle les accords monétaires de Bretton Woods dans le New Hampshire, qui avaient pour objectif de lier toutes les parités de change avec un certain poids en or. Donc toutes les devises, donc le dollar canadien, mais aussi le dollar américain, le franc belge à l'époque, avant l'euro, toutes ces devises étaient liées par un poids en or, et donc les parités de change étaient stables. Et donc ça a permis d'ailleurs d'aborder la reconstruction d'après-guerre, de générer en Europe ce qu'on a appelé un effet de rattrapage. Mais quand on a un étalon or, ça suppose que les échanges commerciaux soient équilibrés. Parce que si un pays exporte plus qu'il n'importe, il accumule les réserves d'or sur le reste du monde. Par contre, si un pays commence à importer plus qu'il n'exporte, il doit donner son ordre au reste du monde. Les Américains étaient exportateurs nets après la Seconde Guerre mondiale, et donc ils ont accumulé de l'or. Mais progressivement, ils sont devenus importateurs nets dans les années 60, suite à différents phénomènes. D'abord, les Américains ont commencé à
consommer plus qu'ils ne produisaient. Ils ont aussi dû financer la guerre du Vietnam, qui était très onéreuse, et ce qu'on a appelé la Pax Americana, la paix américaine qui voulait refouler le communisme, et aussi le programme Apollo. Et au début des années 70, les Américains se sont rendus compte que leurs réserves en or étaient tombées au même niveau que dans les années 30, c'est-à-dire extrêmement faibles. Et ils ont donc décidé de suspendre et puis d'abandonner la convertibilité en or. Et en fait, s'il y avait eu des échanges équilibrés, ça n'aurait pas dû se passer. Et quand John Connally a dit le dollar est notre monnaie, mais votre problème, il a voulu dire vous n'achetez pas assez de biens américains, c'est-à-dire vous n'importez pas assez en provenance des États-Unis. Mais c'était une façon évidemment maquillée de dire autre chose, à savoir que les Américains consommaient plus qu'ils ne produisaient. Ça n'a d'ailleurs pas changé. Et pour l'anecdote, John Connally, qui était à l'époque donc secrétaire d'État au Trésor de Nixon, était auparavant le gouverneur de l'État du Texas. C'est lui qui était dans la voiture avec Kennedy quand Kennedy s'est fait tuer en novembre 63. Et donc Ah oui. aujourd'hui, donc c'est un homme qui a joué un rôle, on va dire, symbolique et significatif dans l'histoire américaine. Mais c'est un homme qui découle d'une tradition isolationniste monétaire. Alors aujourd'hui, les Américains sont dans la même situation. Ils importent plus qu'ils n'exportent, donc ils se consomment plus que ce qu'ils ne produisent. Et d'ailleurs, le déficit commercial du mois de janvier, donc du mois de janvier qui vient de s'écouler maintenant en 2025, est un des plus élevés que les Américains aient jamais connus. Donc, ce qui n'est pas. Alors, les Américains pourraient bien sûr décider de consommer moins, de produire plus de biens domestiques, ce que Trump essaye de stimuler par des barrières tarifaires, mais la concurrence internationale persiste néanmoins, et donc il est tout à fait possible que Trump mette en œuvre, comme en 71, une mesure non orthodoxe qui conduise à déprécier fortement le dollar. Donc, je ne dis pas que c'est un scénario qui va se passer, mais pour qui connaît l'histoire américaine et a étudié soigneusement et avec beaucoup de discernement l'histoire monétaire aux États-Unis, eh bien, c'est une pathologie qu'on retrouve tous les 30 à 40 ans. Donc pour ceux qui espèrent un retour du système de talons d'or, c'est un peu mort, non? Il n'y a pas grand chance. Non, il y a pas. Non, non. Je crois que les talons or, c'est en fait c'est un système qui est aujourd'hui désuet. Le- je crois que c'est un système qui a été mis en œuvre après la Seconde Guerre mondiale pour deux raisons. Parce que d'abord, les talons or avaient existé avant la guerre et depuis quasiment le début du 19e siècle. Et aussi parce que les États-Unis avaient le plus grand stock d'or du monde, c'est-à-dire pouvaient se permettre d'imposer leur ordre monétaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. D'ailleurs, il y a même une incertitude quant au fait que les Américains ont encore de l'or, puisque Elon Musk a demandé d'aller vérifier les réserves d'or de Fort Knox, qui est dans l'endroit Mhm. où l'or est gardé dans le Kentucky. Voilà. Il y a peut-être de l'or, il y a peut-être plus d'or, mais aujourd'hui, ça n'aurait pas de sens d'avoir un étalon or. D'autant plus que quand vous avez un étalon or, des parités de change, en fait, vous supposez que l'extraction de l'or est faite au même rythme de croissance que de l'économie. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est tout à fait décorrélé. Donc l'or est une matière référentielle, mais une matière première, mais c'est en même temps c'est une matière qui est intéressante parce que c'est considéré comme une quasi-monnaie. Hein. Certains disent que le Bitcoin, d'ailleurs maintenant, c'est l'or d'hier. Et d'ailleurs, la cotation de l'or est toujours très, très, très signalée. C'est en fait une monnaie qui n'a pas de risque de contrepartie, puisqu'en fait, il n'y a pas Mhm. d'État qui l'émet. Il y a un stock d'or qui existe et qui circule de coffre en coffre. Comment expliquer le fait qu'on est à peu près à un niveau record du prix de l'or en ce moment? Il y a beaucoup de phénomènes qui peuvent l'expliquer, mais je crois que le principal facteur, c'est l'incertitude qui entoure les risques géopolitiques. Le fait que des banques centrales, comme la Banque centrale chinoise, mais d'autres aussi, ont accumulé un stock d'or. Et je crois par exemple que le fait d'avoir saisi les avoirs russes qui étaient détenus par des banques centrales Mhm. à l'étranger a été un signal extrêmement négatif pour l'ordre monétaire. Et en Belgique, on est bien placé pour le savoir, parce qu'en fait, cet or a essentiellement été confisqué en Belgique par un organisme de compensation qui s'appelle Euroclear. Et je crois qu'il y a peut-être chez certains, en tout cas ce serait mon explication, ma lecture, l'idée que si un jour il y a un écroulement du dollar, quelle que soit la raison qui est conduite, l'or reste une valeur refuge. Et ce qui peut aussi se passer, au-delà d'une action, on va dire, autoritaire de Trump, c'est qu'à un moment, certains pays n'aient plus confiance en les États-Unis, c'est-à-dire n'aient plus confiance en sa monnaie. Certains pays se détournent des États-Unis en matière boursière
On voit d'ailleurs que depuis quelques jours, la bourse de New York subit un choc extrêmement négatif. Donc en fait, là, après l'engouement des premières semaines, c'est aujourd'hui un réalisme, on va dire, de triste passion qui est en train de se développer. Et l'or reste plus ou moins stable, ce qui veut dire qu'il est possible que l'or apparaisse à certains comme étant un référentiel qui permet de surmonter les chocs boursiers. Vous parlez de l'Europe. L'Europe semblait déjà aux prises avec un certain marasme économique qui se sont pesés depuis quoi, une décennie ou un peu plus. Comment dire? Quel sera l'impact de ce nouveau monde? Comment est-ce que l'Europe peut gérer ce qui semble être, j'ai envie de dire, une fin de mondialisation heureuse, ou du moins certains l'ont nommé comme tel? Comment est-ce que l'Europe peut reprendre la croissance économique dans un tel contexte où on semble être en pleine guerre commerciale, même avec des alliés aussi proches que les Américains? Oui, c'est extrêmement compliqué. Et l'Europe est un sujet de grande préoccupation parce que l'Europe a bénéficié de la protection militaire américaine, essentiellement l'Allemagne, hein, qui, comme on le sait, était démilitarisée après la Seconde Guerre mondiale. Cette même Allemagne a profité de marchés d'exportation en Chine dans le domaine économique, a profité d'une monnaie grâce à l'euro qui était relativement faible et donc aujourd'hui est confrontée à un choc économique très négatif, d'autant plus que l'Allemagne a bénéficié du gaz russe qui était peu onéreux pendant longtemps. Donc tous les paramètres, on va dire, qui favorisaient l'Allemagne, qui est quand même la première économie européenne, se sont renversés dans un sens négatif. L'Europe a un déficit en matière d'innovation très important. Et quand on voit les plans qui ont été développés, on a quasiment en 2 ans une succession de 3 plans, mais chaque plan nouveau remplace le précédent. D'abord, on a parlé d'un Green Deal qui a rapidement été abandonné quand Trump a accédé au pouvoir aux États-Unis pour la seconde fois. Et puis, on a parlé du rapport Draghi. Donc, Mario Draghi, c'était l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Il était après président du Conseil italien. Il a établi un rapport important disant que l'Europe était face à une lente agonie, une lente mort, et qu'il fallait absolument innover. Et il avait pour ça imaginé des investissements de l'ordre de 800 milliards d'euros, disons 800 milliards de dollars américains par an pendant 10 ans, ce qui est absolument gigantesque, ce qui aurait fait la moitié du PIB européen. Mais aujourd'hui, ce plan est infinançable et on doit financer un réarmement militaire. On parle maintenant d'un montant global de réarmement d'à peu près 800 milliards sur 4 ans. Donc l'Europe est, je dirais, étranglée par ces contraintes, que ce soit en matière industrielle, en matière manufacturière, en matière énergétique et bien sûr maintenant en matière militaire. Et donc ça veut dire que la pression sur le marché des capitaux européens va fortement augmenter, puisqu'il va falloir emprunter beaucoup d'argent sur les marchés financiers. L'Allemagne elle-même a décidé d'abandonner son orthodoxie budgétaire qui date quasiment des années 40. Et donc, on a immédiatement vu depuis quelques jours une augmentation des taux d'intérêt sur l'euro, ce qui veut dire que quand les taux d'intérêt montent, le coût du capital augmente. Et donc, pour le secteur privé, ce n'est pas bon, puisque ça veut dire que la rentabilité baisse. Et donc, vous avez aussi mentionné que vous soupçonnez qu'il y aura moins de bouteilles de champagne ouvertes lors des célébrations de fin d'année 2025 dans Oui, les grands sièges sociaux européens. Et oui. pourquoi? Mais parce que je pense que c'est un petit mot d'humour, mais on, Hmm. on, j'ai un sentiment, j'ai eu pendant moi maintenant, mais un sentiment extrêmement étrange en Europe, c'est qu'alors que on voyait bien que l'Europe était en déclassement permanent, tout allait bien. Tout allait bien, l'économie semblait aller bien. L'économie a surmonté le Covid parce qu'il y a eu une dépense publique absolument gigantesque. Mais j'ai été frappé par le fait qu'en fin d'année, dans des grandes institutions, effectivement, on sabrait le champagne et qu'on fêtait la fin d'année comme étant une année de bénéfices records. Je crois que cette année-ci va être très, très, très compliquée. On est qu'au mois de mars, mais on voit déjà qu'après 2 mois, l'espérance de l'année a quasiment disparu et qu'on va devoir rentrer dans un contexte militaire tout à fait inattendu. Il faut savoir que cette surprise militaire, qui aurait peut-être dû être prévue d'ailleurs, n'étonne pas ma génération. Ma génération a dû faire son service militaire jusque dans les années 90. Moi, je suis moi-même officier de réserve, mais la jeune génération n'a aucune conscience d'une remilitarisation. J'ai une fille moi-même qui a 24 ans. Je pense que si je lui parle de service militaire, elle ne comprendra même pas ce que je veux dire. Donc il y a, je pense, une prise de conscience morale et économique qui va être extrêmement brutale en Europe dans les prochains mois. Vous avez parlé d'innovation en ce qui a trait à l'Europe. La plupart des analystes parlent aussi là, de ce retard en termes d'innovation en Europe. Qu'est-ce qui explique ce retard? Et au-delà du plan Draghi, est-ce que les Européens peuvent réellement espérer rattraper les États-Unis et même la Chine jusqu'à un certain point que, technologiquement parlant?
Oui, c'est très troublant. Il y a beaucoup de phénomènes qui peuvent expliquer ce retard d'innovation. D'abord, l'Europe n'est pas un marché unifié et les politiques industrielles ont toujours été nationales. Donc, il y a une concurrence entre les pays qui a toujours été mise en œuvre. Mais quand on fait une introspection plus profonde, on constate que finalement, la, la prise de risque, l'entrepreneuriat, a toujours été contrarié en Europe par rapport aux États-Unis. Et on peut trouver des causes extrêmement anciennes d'ailleurs à cette réalité. Les États-Unis sont un pays d'essence protestante, comme je le disais, calviniste. Et chez les calvinistes, il y a cette notion de prédestination, c'est-à-dire qu'on doit trouver le chemin d'élection divine. Et un des signes d'avoir trouvé le chemin que Dieu avait prévu pour l'homme, c'est l'enrichissement, ce qui a conduit d'ailleurs à la décomplexation par rapport à l'argent. En Europe, le rapport à l'argent est tout à fait différent. Gagner de l'argent a été très longtemps suspect. Et en Europe, contrairement aux États-Unis, on fait une grande distinction entre ce qu'on appelle la recherche appliquée et la recherche fondamentale. Ce que ne trouvent pas les Américains. Quand on voit Musk, Tesla, on voit en fait finalement que quelqu'un peut devenir riche de son innovation, ce qui a toujours été considéré comme étant, comme je le disais, un peu suspect en Europe. Et donc, l'innovation a été trop vite assimilée à un esprit commerçant, à un esprit mercantile. Et donc, impur, on va dire, au regard des valeurs morales un peu rigoristes. Mais il y a d'autres éléments qui peuvent jouer, hein. Le fait de ne pas avoir eu une monnaie commune pendant très longtemps, d'avoir eu des secteurs concurrents, comme je le disais, dans différents domaines, comme dans le domaine automobile, de ne pas avoir créé de réseau entre les entreprises technologiques. Il faut se souvenir que les premiers téléphones cellulaires viennent d'Europe, hein. C'était Nokia, Ericsson, et puis c'est devenu à un moment Apple et Samsung, bien sûr, le coréen. Et donc l'Europe a eu une capacité d'innovation, mais n'a jamais réussi à prolonger cette innovation dans quelque chose de dominant au niveau international. Quel avenir pour l'euro, la devise, dans un tel contexte? Et l'euro est une monnaie qui sera toujours sous-optimale parce qu'elle est, on va dire, le point de rencontre de pays aux dynamiques extrêmement différentes. Euh, et l'euro avait été fondé sur l'idée que les facteurs de production, dont le travail, allaient bouger de pays en pays comme ils peuvent le faire d'État en État aux États-Unis. Et donc, en fait, il y allait avoir une fluidité du capital et du travail qui allait permettre d'adapter les pays les uns aux autres à la monnaie commune. Ça ne s'est pas passé pour différentes raisons, parce que nous parlons des langues différentes, parce que les typologies industrielles sont tout à fait diverses. Et donc, et en plus, les politiques d'endettement public ont été aussi très, très différentes. Il faut savoir que la France, par exemple, a un endettement public qui est le double de celui de l'Allemagne. Ça peut changer dans le futur, mais c'est important. Et donc, l'euro est une monnaie qui sera toujours sous-optimale. Mais j'ai envie de dire, heureusement qu'on a l'euro maintenant, malgré tous ses défauts et ses vices de fabrication, parce qu'on voit que des pays se distancient, s'écartent de l'homogénéité politique européenne. Je pense par exemple à la Hongrie, mais je pense aussi à la Pologne, à la Tchéquie, à la Slovaquie et aussi à l'Italie. Et donc, l'euro est encore le ciment commun de l'Union européenne, en tout cas, enfin, sachant que toute l'Union européenne n'est pas dans la zone euro. Mais je crois que si un jour il y avait un écartèlement très brutal, que je n'anticipe pas, hein, de l'Union européenne, l'euro serait à risque, il y aurait une fragmentation monétaire. Mais on n'en est pas là, heureusement, et l'euro reste sans doute un des socles les plus importants de la zone. Celui-ci n'est pas menacé, vous dites, d'après vous? Parce que, bien sûr, quand Meloni est entrée au pouvoir en Italie, je crois que dans ses positions antérieures, elle avait déjà mentionné qu'elle espérait sortir de la zone euro. On peut penser en France au Rassemblement national, Marine Le Pen, qui à une certaine époque voulait sortir de l'euro. Je crois qu'elle a changé de Oui. position depuis. Donc certains craignaient pour l'avenir de l'euro, mais à votre avis, ça devrait rester. Voilà. Et écoutez, j'ai moi-même été très sceptique et j'y ai consacré plusieurs ouvrages académiques. Mais je crois que la plupart des pays qui veulent sortir de l'euro auraient dû le faire très rapidement après sa création. On est quasiment un quart de siècle plus tard. Et aujourd'hui, l'interpénétration monétaire des banques, des circuits financiers est telle que ça devient très très difficile, voire quasiment techniquement impossible. Et j'ai le sentiment qu'il y a quand même une prise de conscience que si un pays sortait de l'euro, ce pays serait anéanti par une vague d'inflation importée. Parce que sortir de l'euro n'a qu'un objectif, c'est affaiblir sa monnaie. Donc avec une monnaie faible, on importe immédiatement de l'inflation. Et sachant que comme les économies européennes sont très, très, très entremêlées, cette inflation importée apparaîtrait immédiatement. Donc
L'idée aurait pu paraître séduisante au début de la création de l'euro, mais chaque jour qui passe renforce la cohésion de la monnaie commune. On traverse une période trouble, comme on l'a mentionné, au point de vue macroéconomique et géopolitique. Mais bon, pour le commun des mortels, pour les salariés moyens, les familles, comment est-ce que ceux-ci peuvent-ils interpréter ce qu'ils voient dans les nouvelles en termes de grandes nouvelles macroéconomiques et comment peuvent-ils ensuite utiliser cette information pour, j'allais dire, modifier leur comportement ou du moins anticiper ce qui vient et donc se préparer pour essayer de diminuer les impacts négatifs potentiels que cette guerre commerciale là, qui prend place en ce moment ou qui semble prendre forme pourrait avoir sur eux? Ben, c'est très difficile, hein. Si je prends le cas de l'Europe, l'Europe a toujours donné le sentiment à ses citoyens d'être protégés par l'État. D'ailleurs, on a créé après la guerre ce qu'on appelle les États sociaux, hein. On appelle ça parfois l'État-providence, mais l'État n'est jamais vraiment providentiel. Ça, avec comme théoricien Bismarck en Allemagne et Beveridge au Royaume-Uni. Mais donc, les Européens sont en fait confortés par une protection sociale qui est telle que personne ne, personne ne s'écroule. Il y a toujours un système d'aide pour les personnes qui veulent s'engager dans la vie professionnelle. Mais par contre, il est vrai qu'on a vu, notamment lors de la vague d'inflation très importante qui a frappé l'Europe en 2022, il y a 3 ans, que la plupart des citoyens étaient vulnérables à cette inflation. Et si d'aventure les barrières tarifaires créent de l'inflation, ou au contraire, créent un tassement économique qui est de nature déflationniste, il y aura peu de moyens de se protéger. Alors, on pourrait imaginer que les États interviennent, mais les États ne peuvent pas intervenir à tout moment, d'autant plus que maintenant les finances publiques ont été éreintées par justement le Covid, par cette vague d'inflation, mais aussi bientôt par les dépenses militaires. Et donc, l'endettement public ayant ses limites, je pense que les États devront faire aveu de ne pas pouvoir aider toute la population. Donc, ça risque d'ailleurs d'avoir des conséquences peut-être politiques, c'est-à-dire que ce sentiment de ne pas être protégé par l'État est de nature à susciter du populisme. Parce que le populisme en Europe n'est pas du tout une contestation de l'État en tant que tel, c'est plutôt la contestation d'un État qui n'a pas protégé contre la mondialisation. Et je pense que cette analyse pourrait aussi être transposée aux États-Unis. Je pense que beaucoup de gens qui ont voté pour Trump ont voté pour un homme fort qui allait les protéger d'une concurrence internationale qui était affublée de tous les maux. Vous parlez de populisme, est-ce que vous craignez une montée du populisme? Bien sûr, on en a parlé à maintes reprises dans les dernières années et le retour de Trump au pouvoir en 2024-2025 semble raviver ces craintes là, pour certains du moins. Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez personnellement? Tout à fait. Je suis très préoccupé par le populisme, parce que finalement, le populisme est souvent part de questions qui sont bien formulées, mais de réponses qui sont mal établies. Et ce qu'on observe en Europe, c'est qu'il y a une conjonction de plusieurs phénomènes. D'abord, un climat global d'incertitude qui est de nature à fragiliser, à vulnérabiliser la population, et donc à la conduire à voter pour des personnes qui apportent des solutions un peu trop simples. Mais il y a aussi un autre problème en Europe qui est peut-être moins vivace qu'il y a quelques années, mais donc c'est l'immigration. L'immigration est absolument indispensable en Europe parce que la population vieillit, et donc avoir une immigration est un bénéfice non seulement à court terme, mais certainement à long terme. Mais une population vieillissante a souvent une réaction un peu épidermique par rapport à l'immigration et assimile le fait que des immigrés sont des voleurs d'emploi. Et donc, c'est pour ça qu'on voit dans certains pays, comme la France avec le Rassemblement national, mais aussi l'Allemagne, hein, avec l'AfD, des politiques anti-migratoires et très isolationnistes. Vous savez, on dit que le nationalisme, c'est aimer son pays. Non, le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est délaisser les autres. Eh bien, effectivement, on voit des mouvements souverainistes et nationalistes se créer et qui pourraient, c'est vrai, à terme, peut-être rendre l'Europe moins homogène. Ce n'est pas encore le cas maintenant, parce qu'on a réussi à surmonter par des phénomènes de coalition dans différents pays ces phénomènes populistes, mais je pense qu'ils sont de nature à s'amplifier. Dans un contexte de guerre commerciale à l'échelle mondiale et de montée des populismes, est-ce que tout ça ne risque pas de se transformer en guerre réelle? Si, finalement, la guerre, c'est la solution la plus immédiate au chaos que les hommes créent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment, quand l'humanité ne se supporte plus,
ou quand la mondialisation est de nature à rendre fragiles et vulnérables les individus, quand chacun a l'impression d'être tout seul contre tous, et inversement, la violence devient une réponse qui devient acceptable. Et c'est vrai qu'on voit que le niveau de violence augmente, le niveau de violence bien sûr militaire dans différents pays, auquel on s'accoutume de manière épouvantable. Je crois que le niveau de violence citoyenne et civile augmente aussi. Et donc, il y a une meurtrissure dans différents pays. Ce qu'il faut simplement espérer, c'est que l'ordre social ne soit pas perturbé, parce que la catastrophe serait un moment qu'il y ait des dissensions civiles, citoyennes dans des pays, avec des troubles, comme ça a pu arriver. C'est arrivé avec les Gilets jaunes en France il y a à peu près 5-6 ans. Il faut l'espérer. Et donc, c'est pour ça que les États marchent sur des œufs en Europe. Ils doivent rester des États sociaux, tout en faisant aveu du fait qu'ils ne pourront plus être aussi, on va dire, généreux qu'auparavant, mais tout en gardant des États en paix. Et ça pourrait conduire, d'ailleurs, dans des situations extrêmes, peut-être à des États beaucoup plus forts d'un point de vue policier, justement pour éviter des violences civiles. Donc, je pense que la question que vous posez est extrêmement judicieuse. C'est qu'on ne pourra pas, à un certain moment, dissocier le chaos qu'on voit dans l'économie et qu'on voit dans les conjonctures du chaos social et du chaos militaire qu'on observe notamment en Ukraine. Donc ce sont des phénomènes qui vont certainement se conjuguer, s'amplifier. Il faut simplement espérer que la sagesse l'emporte. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde qui est moins sage qu'auparavant et que les polarités se créent et se défont rapidement avec un ressenti émotionnel qui est alimenté par les réseaux sociaux et qui est en fait une manipulation de masse absolument gigantesque. Et est-ce encore possible de rectifier la situation dans le sens où, en ce moment, on semble être passé d'un constat négatif à un autre, donc on a l'impression que les choses empirent et ne vont pas dans la bonne direction. Est-ce qu'il y a moyen de rectifier et peut-être, finalement, améliorer les choses et éviter une déflagration généralisée? Oui, il ne faut pas être déterministe ni fataliste, il faut être lucide. Et je crois que tout ça dépend d'un comportement moral et caractériel. C'est-à-dire que ce qu'il faut éviter, je pense, face aux situations de chaos, c'est de se laisser emporter par ses propres sentiments, par ses fluences psychologiques, par ses peurs. Et moi, à toutes les personnes auxquelles je donne des conférences, à tous les étudiants à qui j'enseigne, je dis la même chose. Je dis finalement, continuez à apprendre, développez votre intuition, votre sens critique, votre calme intérieur, votre météorologie, je veux dire, intérieure, à manière telle que vous soyez des agents d'apaisement et des agents de tranquillité. Alors, ça peut paraître un peu désuet, ça peut paraître un peu, voire grotesque, de dire à un individu reste calme et lucide, soit en tranquillité, soit dans l'observation et dans l'érudition, dans l'étude, plutôt que dans l'excitation. Et je crois que ça peut faire des effets de contamination positive. Et la jeunesse, aujourd'hui, a une attitude qui est positive, constructive. Elle est très différente de la jeunesse d'auparavant. Nous avons vécu dans d'autres temps et avec d'autres métriques. Donc je mets beaucoup d'espoir sur la jeunesse, qui a une attitude beaucoup plus ouverte par rapport à l'immigration, par rapport à l'altérité, par rapport à l'ouverture de pensée. Donc oui, il y a des phénomènes positifs. Et puis l'autre phénomène qui doit être, à mon avis, réhabilité, c'est la démocratie. Parce que il ne faudrait pas en arriver à une situation, notamment en Europe, où un nombre restreint de personnes, sans aucun effet de poulie démocratique, c'est-à-dire sans en référer au peuple, décide à un moment de se lancer dans des logiques militaires. Et c'est malheureusement ce qui est en train d'arriver. Aujourd'hui, à Bruxelles, il y a un sommet européen qui se tient à quelques centaines de mètres d'où j'habite, et qui va décider peut-être d'engager l'Europe dans des procédures pré-guerrières ou belliqueuses, mais tout ça sans le consentement de la population. Et donc, il y a un problème aussi de démocratie. Je crois qu'une bonne attitude à avoir, c'est d'exiger un débat démocratique de toute chose qui puisse engager nos enfants ou nous-mêmes. Tout à fait. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre comme sortie de crise? Quel genre de modèle pourrait émerger après, bon, disons, dans une décennie ou peut-être moins ou peut-être plus, au point de vue politique et économique mondial? Est-ce qu'on revient à une mondialisation heureuse ou on se dirige plutôt vers une espèce de système mercantiliste, admettons? Vous savez, quand on regarde les phases de mondialisation, on en arrive au constat que trop de mondialisation tue la mondialisation. Quand le monde devient trop homogène,
quand il y a on va dire une homogénéité des comportements, des modes de commerce, de production, à un moment, il y a la peur du remplacement, la peur d'être en concurrence avec une personne située loin, on a peur de l'immigration, on a peur de la délocalisation d'entreprises, et donc ça recrée des polarités sur base ethnique, religieuse, raciale, qui en fait s'opposent à la mondialisation. Et on a vécu ce phénomène en 1913, on le vit peut-être maintenant, puisque la mondialisation maintenant arrive à un plateau. Et donc je crois que ce à quoi on va assister dans les 10 ans, c'est un phénomène de déconstruction de la mondialisation, c'est-à-dire un système beaucoup plus mercantile, comme vous le disiez, et transactionnel, avant de retrouver des accords. Mais le temps des grands accords mondiaux est révolu. D'ailleurs, le GATT, qui a été remplacé par l'Organisation mondiale du commerce il y a une trentaine d'années, je pense, je peux me tromper sur l'année, aujourd'hui est quasiment en état de mort cérébrale, puisque les accords mondiaux sont bloqués notamment par les États-Unis et les phénomènes belliqueux sont de nature, bien sûr, à bouleverser les chaînes d'approvisionnement. Ce qu'on verra peut-être, c'est le développement de l'Afrique, en espérant qu'elle soit pas pillée par des puissances étrangères. Et alors, il y a une grande inconnue, c'est savoir quel sera le rôle de la Chine. La Chine est un pays qui n'est pas belliqueux. Il est possible d'ailleurs que l'Europe se réoriente vers la Chine et l'Inde, se rendant compte que les États-Unis ne sont plus l'allié de hier. Et en conclusion, bon, vous avez étudié l'économie, vous écrivez quotidiennement sur l'économie. Si vous aviez à conseiller quelqu'un qui voudrait commencer sa lecture sur l'économie, quel serait le livre, l'œuvre qui serait maîtresse, j'ai envie de dire? Eh bien, je vais vous dire qu'à mon avis, l'auteur qui est le seul vrai économiste que la Terre ait jamais porté, et sans vouloir choquer personne, ni approuver ce qu'on a fait de sa théorie, c'est Karl Marx. Karl Marx est un penseur important. C'est un homme qui a observé l'économie dans le bouleversement de la révolution industrielle. Et nous vivons maintenant une seconde révolution industrielle, qui est celle de l'intelligence artificielle. On n'en a pas parlé, mais c'est important. Et finalement, quand on prend un peu de recul par rapport à l'humanité, on a eu la révolution industrielle de la machine à vapeur de Watt à la fin du XVIIIe siècle. On a maintenant l'intelligence artificielle qui est une révolution cognitive. Et donc, tout le grand débat porte en fait sur le partage des gains de productivité. À savoir, est-ce que c'est le capital ou le travail qui les obtient? Et c'est un débat vraiment important parce que c'est un débat qui conditionne la paix sociale et les équilibres sociopolitiques dans un pays. Donc, si quelqu'un te fait commencer à apprendre l'économie, je dirais Karl Marx, certainement, mais sous une forme simplifiée, parce que ce sont des ouvrages extrêmement complexes à lire. Ils sont écrits en allemand et leur traduction est parfois très laborieuse. Il faut lire des ouvrages simplifiés. Et puis, je dirais en fait finalement qu'il faut lire les penseurs contemporains de l'économie. Il faut lire Stiglitz, par exemple. Il faut lire Jacques Attali. Il faut lire, des francophones, bien sûr, des personnes qui écrivent des bouquins de conjoncture et qui, sans établir de théorie générale gigantesque, sont en fait autant de points d'éclairage et d'attention qui peuvent aider à comprendre la situation. Et puis, dernier conseil, le monde d'aujourd'hui est un monde qui a tendance à oublier l'histoire. Il faut lire des livres d'histoire dans le domaine économique. Il faut écouter autant de podcasts qu'il soit possible de le faire. Et d'ailleurs, je suis très heureux d'y participer aujourd'hui parce que c'est une source gratuite, abondante de formation et qui permet d'atteindre le niveau d'érudition rapidement qui était interdit quand j'étais jeune. À l'époque, quand j'étais jeune, il y avait le journal et il y avait une télévision avec un poste. Aujourd'hui, on a un monde d'information. Je pense que si on a le courage, la discipline d'apprendre, de se former une opinion, eh bien, avec les sources que je donnais, on a de bons points de départ. Parfait. Bruno Coleman, mot de la fin? Le mot de la fin, c'est qu'il faut garder confiance dans l'avenir, mais qu'il faut développer ce que j'appelle une intuition éduquée. C'est-à-dire, il faut rester, comme je le disais, dans l'apprentissage, dans l'érudition, dans l'humilité de l'apprentissage, et se dire qu'on doit développer un sens des circonstances, des hommes, qui nous permettent d'être des vecteurs de sagesse. Et sur ce, merci beaucoup. Merci beaucoup.